thème de cette table ronde est regard croisé entre un notaire et un expert de l'immobilier Web3. On va parler, tiens, on en a un peu parlé de la tokenisation de l'immobilier. Le but, vous l'avez compris, on est ensemble pendant 40-45 minutes. C'est aussi, on fera un échange, comme on l'a fait là. On va démarrer un peu tous les trois et préparer des questions, si vous en avez, ou des réflexions, pour en parler avec nos experts. Je vous les présente tout de suite. Olivier Clermont, bonjour. Olivier, merci d'être avec nous. Donc, notaire à Paris, qui va donc apporter sa vision notariale sur ses regards croisés. Et Florian Freyssinet, bonjour. Bonjour. Florian, entrepreneur, spécialiste de l'immobilier du Web3, cofondateur de l'association Real Estate dans l'immobilier, du collectif The Diggers, donc dans les cryptos, les NFT. Ma première question elle va être assez simple. Comment ça fonctionne un investissement immobilier tokenisé? Parce que c'est vrai que c'est la mode, j'aime pas trop ce terme parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui va passer, mais voilà, c'est une tendance que l'on voit arriver là aujourd'hui. Super, on va direct dans le vif du sujet. Oui. L'immobilier tokenisé, c'est quelque chose qui arrive depuis assez longtemps. En gros, à l'ICO d'Ethereum, donc on a eu des premières entreprises comme Chainlink, donc c'était en 2015 à peu près, qui ont commencé de se dire bon bah voilà, on va pouvoir faire des choses à peu près vraiment incroyables dans l'immobilier, dans la tokenisation. Peut-être en disant un petit historique quand même que c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est quelque chose qui vient depuis longtemps. Ouais, c'est ça. L'immobilier fractionné, ce qui n'a rien à voir avec la blockchain, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps aussi. En France, on a des super boîtes de crowdfunding. Aux US aussi, il y a vraiment des belles entreprises qui se sont montées sur le sujet. Mais en 2015, il s'est quand même passé ce truc où on s'est dit, quand on va pouvoir mettre un bien immobilier sur la blockchain, ça va être super parce qu'on va pouvoir se l'échanger, on va pouvoir faire des marchés secondaires, on va pouvoir le réutiliser. Il y a un sujet de composabilité où j'espère qu'on y reviendra pas mal parce que ça n'a pas été évoqué avant. Il y a eu une grande vision qui a été développée à ce moment-là, qui en fait n'a pas donné grand-chose. C'est très vite retombé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les acteurs techniques, parce que d'un point de vue régulation, déjà qu'on avait du mal à comprendre ce que c'était une crypto-monnaie, alors faire un token immobilier, on en était quand même assez loin. Et en fait, il y a peut-être le côté décentralisé aussi qui a affolé un peu. Voilà, il a fallu quand même avoir quelques années pour comprendre tout ça. C'est pas simple à comprendre, hein. C'est pas simple à assimiler en tout cas. Et à partir de 2019, on va dire qu'il y a eu quelques changements qui sont arrivés. Il y a deux beaux exemples qui peuvent montrer ce qui s'est passé. En France, il y a l'ami Bilal El Alami avec sa boîte EquiSafe en partenariat avec Scrib Notaire, je crois, et le promoteur Valorsim qui a tokenisé un bien immobilier. Donc, il a représenté sur la blockchain des titres financiers d'une société dans laquelle il y avait un bien immobilier. Et ces tokens-là ont été échangés entre deux sociétés. Bon, c'était un super coup marketing qui n'a pas fait grand-chose. Mais en même temps, aux US, il y a une boîte qui s'appelle Realty qui commence de tokeniser des sociétés dans lesquelles il y a de l'immobilier et qui vient les distribuer un peu partout dans le monde, donc principalement aux US et en France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que depuis 2019, on peut acheter de l'immobilier pour 50 € avec, on peut même payer en carte bleue maintenant, depuis pas très longtemps. On peut acheter pour 50 € d'immobilier et avoir un rendement prédéfini, donc prévendu par l'entreprise, qui nous est distribué. Alors moi j'ai pris l'option chaque semaine, donc chaque semaine je touche mon rendement sur la blockchain qui s'appelle la Gnosis Chain, qui est un petit peu à côté d'Ethereum, mais voilà, il faut garder en tête que c'est la même chose. Et en fait ça c'est en 2019, ça commence, ça fait un peu son bruit, et cette année, je ne sais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas c'est arrivé. À partir de la chute des cours des crypto-monnaies traditionnelles, j'ai l'impression qu'il y a eu une demande assez globale dans le monde d'utilisation de cette technologie pour autre chose que des crypto-monnaies qui sont ultra volatiles et qui ont des noms de chiens qui ont pris de la drogue. Et à ce moment-là, il y a eu un vrai engouement, on va dire international pour le sujet, où il y a plusieurs choses qui se sont passées. Il y a les fonds d'investissement qui ont commencé d'investir dans des boîtes, notamment aux US, mais aussi un petit peu en Europe, qui voulaient se lancer sur la tokenisation immobilière. Il y a des entreprises qui ont trouvé des modèles, on y reviendra, mais en tout cas qu'on aime ou pas, mais en tout cas qui sont facilement tokenisables, comme la cession de revenus futurs. Et enfin, il y a eu, on va dire, une accélération légale sur ces sujets qui ont fait que on a bien voulu donner la chance à plus d'entreprises d'essayer de tokeniser. Donc c'est l'AMF qui lance un bac à sable, c'est la SEC qui accorde le droit de tokeniser des sociétés, etc. Est-ce que vous pensez que c'est la valeur refuge Pierre? Parce que quelque part, c'est peut-être ça. En fait,
je pense vraiment que la volatilité, et moi le premier, hein, moi, j'adore dire que je suis le premier client de ce que je raconte, parce que moi le premier, en mai, quand j'ai perdu de l'argent, j'étais là, bon, bah, moi je viens de l'IMO en plus à la base, j'étais là pour mon x100 sur mes cryptos comme tout le monde, et au bout d'un moment je me suis dit, est-ce que ça fait pas sens quand même d'aller le sécuriser sur de l'IMO? Alors évidemment, c'est moins sexy de dire, voilà, vous allez toucher un 6%, comme de l'IMO tradi, encore pas un très bon coup d'IMO tradi, voilà, vous allez toucher un 6%, et puis, mais bon, ça sera on-chain. Et en fait, plus on va loin dans le sujet, plus on se rend compte qu'avoir un token, c'est pas la même chose qu'une SCPI, c'est pas la même chose que du crowdfunding immobilier, c'est pas la même chose que de la cession de revenus futurs, parce que derrière, on a un token, et ce token, on peut l'utiliser. Et en fait, je suis trop content que ça n'a pas été dit sur la table ronde d'avant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été écumées. Mais en fait, une fois qu'on a un token, celui-ci, on peut le renvoyer dans la finance décentralisée, c'est-à-dire que je peux aller le placer en collatéral pour réemprunter de l'argent. C'est par exemple ce que propose Realty, ils sont vraiment en avance, on va en parler un peu. Et en fait, voilà un peu l'historique de ce qui s'est passé. Il y a eu une accélération en 2022 sur ces sujets-là, donc beaucoup d'entreprises qui se sont lancées aux US. En France, on commence d'avoir des premiers acteurs. Alors là, c'est une guerre que je trouve très marrante. Au début, c'était immobilier à partir de 100 euros, à partir de 1000 euros. Après, c'était immobilier à partir de 100 euros. Maintenant, la semaine dernière, c'est immobilier à partir de 1 euro. Après, voilà, si vous avez 1 euro à investir, n'hésitez pas. Oui, c'est ça, c'est rendre l'immobilier plus accessible, quoi, quelque part. Ouais. On parle d'atomisation de l'immobilier. Oui. On parle d'atomisation de l'immobilier. Je suis pas sûr que ce soit le mot le plus facile à comprendre, mais effectivement, en tout cas, on essaye de transformer en petites briques un immobilier qui était plutôt difficile d'accès avant. Il y avait un sujet de confiance, donc il fallait que la banque ait confiance en nous pour nous prêter de l'argent pour qu'on puisse aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est moins le cas. Et est-ce que c'est en ça qu'on voit que parmi les nouveaux modèles, que la blockchain, du coup, révolutionne un peu le droit à la propriété? Est-ce qu'on est en cours de... Alors, je ne sais pas si la blockchain révolutionne le droit à la propriété. Quand on dit droit à la propriété, on se dit, oui, bah alors... c'est vraiment les sujets de base en se disant le notaire il va mettre sur une blockchain mon droit à la propriété. Ça pose plein de questions qu'on s'est posées juste avant, c'est comment je fais, etc. En fait, je pense pas que ça révolutionne le droit à la propriété, ça révolutionne la finance de l'immobilier. Et c'est plutôt la manière dont est distribué l'immobilier par les grands groupes, la manière dont est distribué l'immobilier par les particuliers. Pour donner un exemple tout bête, moi je pense pas que la tokenisation de l'immobilier pour les propriétaires ce soit quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire à quel moment... En fait, j'ai un truc qui marche plutôt bien en France, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, j'ai un process d'achat qui passe par le notaire, avec des avocats, etc., avec des agents immobiliers, des mandataires immobiliers, comme on veut. C'est un process qui marche super bien. Aujourd'hui, ce qui ne marche pas dans l'immobilier, c'est plutôt des sujets de liquidité, c'est plutôt des sujets d'échange. C'est-à-dire, j'ai plein de gens qui ont une petite épargne et qui n'ont pas envie de payer les 10% de frais de SCPI pour s'exposer à l'immobilier. J'ai des biens qui pourraient être achetés, mais vu que les taux d'usure sont ce qu'ils sont en ce moment, tout le monde ne peut pas acheter autant qu'il voudrait acheter, mais par contre, il y a quand même un capital à investir. Et en fait, c'est plutôt... moi, j'ai envie de déplacer le débat sur le sujet de la financiarisation de l'immobilier en se disant, aujourd'hui, les sujets principaux de la tokenisation, c'est vraiment comment je donne un accès plus facile, comment je permets à l'immobilier d'être échangé plus facilement. Alors, où est-ce que ça fait sens? Si ça ne fait pas sens pour un propriétaire, ça fait sens pour, on va dire, un property manager ou une personne qui a un parc immobilier, qui le loue, donc qui gère son parc immobilier, mais qui a envie de se refinancer, donc qui a envie de distribuer un rendement pour pouvoir avoir lui du cash. Dans ce cas-là, ça fait sens de tokeniser son bien immobilier pour pouvoir être distribué auprès de petits porteurs, auprès de petits investisseurs à partir de 1, 100, 1000 euros comme on veut. Il y a plein de problèmes si on veut faire moins de 1000 euros, mais en tout cas, c'est une promesse qui est faite aujourd'hui. Il y a plein de manières de tokeniser de l'immobilier et de le distribuer. Il y a la cession de revenus futurs qui n'est pas la façon que je préfère, parce que on a quand même tendance à dire aux gens qui sont en train d'acheter de l'immobilier alors qu'ils sont en train d'acheter un contrat dans lequel on leur promet un rendement, donc ce qui n'est pas vraiment l'immobilier. Après, sur les sujets d'actions, c'est très bien d'acheter des actions d'une part d'une entreprise dans laquelle il y a de l'immobilier, mais en fait, dès qu'il y a un marché secondaire, on se retrouve avec des problèmes de droits d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il y a un minimum de 50 euros de droits d'enregistrement. Donc si vous achetez un token à 100, ça fait quand même... il faut qu'il y ait une belle inflation des prix de l'immo pour que ça vaille le coup.
Il y a les sujets d'obligation qui sont en train d'être réfléchis en ce moment. Et voilà, il y a plein de nouvelles façons d'investir qui vont émerger. On voit aussi des espèces de gouvernance un peu nouvelle génération où des gens qui mettent des pots en commun. Alors ça, c'est déjà possible. Qui créent des espèces de pots communs sur Internet pour aller acheter de l'immobilier et qu'ils le gouvernent, en tout cas qui décident ce qu'ils en font de manière collaborative. Donc tous ceux qui ont des tokens immobiliers ont le droit de voter, etc. Et du coup, Olivier, quand j'entendais tout ça, la place du notaire dans tout ça, ça va être quoi? Alors, la place du notaire dans tout ça. D'abord, je pourrais poser la question, qui a des tokens dans la salle? Qui est notaire et qui a des tokens? C'est deux questions. Il y a déjà beaucoup moins de mains. Il y a 2 mains qui sont levées. 3 peut-être, je ne sais pas. Mais je crois que c'est quand même une question qu'on doit se poser. Alors moi, je me la suis posée. Je n'ai pas de token. Vous avez remarqué que j'ai jamais levé la main. Je me suis posé la question, pourquoi? Parce que j'ai aussi un enfant qui m'a dit, mais toi, papa, est-ce que tu as des tokens? D'accord. Ça, c'est intéressant, quoi. Donc, puis je me suis posé la question parce que, alors, on peut dire aussi que, Florian, que vous avez écrit un rapport là-dessus. Alors moi, je n'ai pas écrit de rapport. J'ai lu le rapport des notaires. Le dernier congrès, l'avant-dernier, pardon, on va dire, qui parlait un peu de tout le numérique et qui m'a appris un peu ce que c'était les tokens. La place, alors, on peut aussi rappeler que les tokens en France, sauf erreur de ma part, aujourd'hui, c'est pas possible. Tokeniser de l'immobilier pur, c'est pas possible. On a des méthodes pour le faire. Ouais. On en a parlé. On a fait le coup de buzz. Bon, voilà. Aujourd'hui, les tokens, sauf erreur de ma part, ça marche pas mal aux États-Unis. À Miami aussi, un peu? Non, mais en fait, c'est le même modèle aux États-Unis. C'est-à-dire que même aux US, ils ne tokenisent pas de l'immobilier pur. Ils tokenisent une société dans laquelle il y a de l'immobilier. Ce qui est, voilà. Bon, je rappelle qu'aux États-Unis, il n'y a pas de notaire. Il y a un procès sur 4 ventes. En France, il y a des notaires et il y a un procès sur une vente immobilière toutes les 2000 ventes. Donc, il y a de la sécurité. Donc, nous, notre rôle de notaire là-dedans, c'est de dire quelle est la sécurité qu'on pourrait apporter aujourd'hui dans l'achat et la vente de tokens. Bon, je crois qu'aujourd'hui, Florian, vous n'avez pas pensé du tout au notaire là-dessus. Mais le notaire, alors, il a non seulement ce rôle d'apporter de la sécurité à son client, notamment parce qu'il le fait, je vais rebondir, sous le sceau de l'État. C'est-à-dire qu'il y a quand même une problématique, c'est toute la perception des impôts et tout ça qui n'est pas si simple pour l'État. Donc en France, on va dire que on avait un coup d'avance, on va dire Napoléon avait un coup d'avance, parce qu'il y a 200 ans, le cadastre et tout ça, c'était traité, la sécurité, elle était là, et la publicité foncière, elle était là, quoi. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, dans les tokens, moi, quand j'ai des clients qui ont des tokens, bah, je suis super embêté, parce que je le traite comme un actif lambda, quoi, c'est tout, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, moi, comme je suis notaire, je suis un peu formaté, leur dire, va investir dans les tokens, je suis un peu, en termes de sécurité, je ne suis pas à l'aise. Ouais, c'est super intéressant parce qu'en fait, moi j'aime bien dire que la blockchain c'est juste une surcouche technique par tout ce que le droit français nous permet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'ai dit de l'immobilier tokenisé, donc c'est une société, soit qui émet des actions, soit qui émet des obligations, mais en tout cas c'est une société dans laquelle il y a de l'immobilier, et c'est ce token-là en fait, qui représente une action ou une obligation. Là où c'est intéressant, et pourquoi je vais avoir un token, c'est parce que demain, quand j'ai un token... Imaginons que demain, j'ai un bien immobilier, très bien, je peux faire une hypothèque. Imaginons que demain, j'investis dans du crowdfunding immobilier. Voilà, je suis un peu bloqué pendant 2-3 ans, je ne fais pas grand-chose. Demain, si j'investis dans l'immobilier... Enfin, je vais vous donner un exemple tout con, en fait. Moi, j'ai investi pas mal dans Realty, donc qui tokenise des biens US, qui les distribue en France. Realty, ce qu'ils permettent, c'est que je prends mon token, imaginons que j'ai 1000 $ de token, 1000 € de token, je vais le mettre sur ce qu'ils appellent un RMM, et ça me permet de toucher ça donc je le mets en collatéral, c'est-à-dire que je le bloque sur la plateforme, ça me permet de récupérer 50% de ce que j'ai déposé. Alors après, voilà, vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez, soit c'est un prêt, soit vous le réinvestissez, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais en tout cas, quand on a un token derrière, je peux l'utiliser avec. Il y a une solution française qui s'appelle Epywine, qui permet de toucher son rendement en avance. Donc voilà, au moins, pareil, je peux faire ce que je veux avec mon rendement, etc. Donc le token, il permet un certain nombre de choses qui sont nouvelles, mais derrière, il ne faut pas se dire que c'est une révolution. C'est pas une révolution de droit. Ça, c'est pas. On ne va pas révolutionner le droit français sur l'immobilier ou sur les sociétés avec les tokens. Par contre, c'est une surcouche technologique qui va nous permettre de nous amuser un peu. Et je tiens à le rappeler,
franchement, en dehors de la financiarisation, je pense qu'il y a beaucoup de gadgets. C'est-à-dire, voilà, quand on parle de tokeniser, le notaire qui donnerait une ledger en disant voilà, votre bien, il est là-dessus, c'est la clé de votre maison maintenant. Franchement, je ne vois pas ni l'intérêt, ni comment on pourrait le mettre en place aujourd'hui. Mais je suis quand même content qu'il y ait des gens qui y réfléchissent. Pourquoi ? Parce que la blockchain, alors il y avait blockchain privée, blockchain publique. La blockchain publique, c'est quand même un truc qui est assez infalsifiable. Enfin, on n'arrive pas à faire mieux en termes d'infalsifiabilité jusqu'à maintenant. Donc, je trouve que c'est quand même sympa de réfléchir à comment est-ce que je mets de l'information dessus. Il y a une boîte aux US qui s'appelle Propi, que j'adore, qui ne peut pas exister en France. Propi, ce qu'ils font, c'est qu'au début, ils ont permis aux agents immobiliers US d'offrir la possibilité de payer en Bitcoin les biens immobiliers. Donc en fait, l'équivalent des agents immobiliers aux US, c'est nous, nos mandataires immobiliers, pour ceux qui font un peu le distinguo. Et maintenant, ils sont allés plus loin et ils font des trucs que j'adore. C'est-à-dire qu'ils mettent le deed, donc le contrat de propriété, ils le mettent dans un NFT et on peut s'échanger le NFT. Alors, c'est marrant, je suis rentré dans le process pour en acheter. Ils vous envoient quand même un contrat par mail. Hein. Il y a quand même ce truc-là. Mais derrière, ça prouve qu'il y a quand même des gens qui réfléchissent à la question et on peut se dire que demain, il y a des sujets comme ça qui pourraient être sympas. Et je rejoins, alors j'ai plus le nom de la personne qui disait ça avant, c'était le notaire qui était Frédéric ici, Fortier, ouais. qui était ici. Là où je le rejoins, c'est qu'il y a un sujet qui ne bougera pas, c'est le rôle de conseil du notaire dans l'achat immobilier. Ce rôle, il ne bougera pas. En fait, qu'on achète des NFT, qu'on achète des tokens ou qu'on achète de l'immobilier traditionnel, je pense qu'il ne peut pas bouger, en tout cas pour un bout de temps. Mais par contre, voilà, il y a une certaine forme d'émancipation de l'acheteur qui va redéfinir peut-être un peu les relations entre le notaire et son acheteur. Et juste un mot sur les atouts, enfin les avantages d'investir dans ces actifs immobiliers tokenisés. Alors, même si on a donné quelques-uns, mais... Ouais, l'avantage principal, c'est vraiment de pouvoir entrer et sortir quand on veut. C'est-à-dire que, voilà, je parlais d'acheter et de revendre. Je peux acheter et revendre à 3h du matin sans rien demander à personne. Je peux mettre en collatéral et emprunter à 3h du matin, toujours un dimanche, sans demander à personne. La souplesse. Voilà, la souplesse. Ensuite, je peux apporter une nouvelle forme de liquidité, c'est-à-dire des biens qui n'arrivaient pas à partir sur le marché immobilier traditionnel parce que personne n'a son crédit en ce moment. Je vais pouvoir, avec l'aide de la foule et du participatif, aller chercher les biens, les euros nécessaires pour pouvoir l'acheter et le mettre sur le marché de la location. Et derrière, il y a... Enfin, quand on pense au token, il y a vraiment tous ces sujets de transparence, de sécurité. Alors, je ne sais pas si vous en avez parlé tout à l'heure, mais il y a l'opération de Mata Capital qui est super intéressante. Mata Capital, ils ont tokenisé 300 millions, enfin une boîte dans laquelle il y a de l'immobilier du bureau ou des entrepôts qui vaut à peu près 300 millions de dollars. Et eux, ils disent on l'a pas fait parce que c'est sécurisé, on l'a pas fait parce que c'est fiable, on l'a pas fait pour avoir des tokens, on l'a juste fait parce que ça nous permettait de gérer nos KYC plus facilement. Donc il y a aussi des sujets comme ça où moi je suis quand même partisan du fait de se dire ouais, faire de la blockchain c'est bien, mais il faut surtout avoir des cas d'usage. Et aujourd'hui, la blockchain, les cryptos, les NFT, ça répond à des cas d'usage super simples. Et concentrons-nous là-dessus, ça marche bien. Essayons de trouver ces cas d'usage-là et on va pouvoir avancer ensemble. Par contre, le truc indispensable, et c'est vrai que je ne vais peut-être pas assez insister dessus, c'est que je pense que les notaires vont devoir avancer très vite sur ces sujets-là, comprendre très vite ce qui se passe, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, il y a quand même ce jeu à essayer de les dépasser. C'est-à-dire que quand je suis un spécialiste de la finance décentralisée et que je fais de la tokenisation de biens, etc., le but du jeu, c'est quand même de passer entre les mailles du filet de la régulation, de passer entre les mailles du filet du notaire, etc. Et faut pas être trop candide sur ce sujet-là. Ça marchait un peu, ça marche de moins en moins, mais en tout cas, demain, il y aura de plus en plus de monde qui vont avoir investi dans ces sujets-là. Enfin, aujourd'hui, en France, il doit y avoir, je sais pas, peut-être 50 000 personnes qui ont des tokens immobiliers ou assimilés, ou alors ce qu'on appelle des BRICS, donc de la cession de revenus futurs. Donc voilà, ça commence de faire. Aujourd'hui, on voit déjà que l'AMF, il commence d'avoir un peu chaud quand il s'agit de réguler, parce que quand il faut dire à 50 000 personnes, bah, on va vous rembourser, et puis voilà, rendez le token et tout, ça commence de mettre chaud un peu. Donc voilà, il y a ce sujet il faut se former, il faut comprendre, et il faut essayer d'avoir un discours de réalité avec les gens qui vont essayer d'avancer plus vite que nous, hein, de toute façon. Enfin, plus vite que nous, plus vite que vous.
Le regard, je Non, je crois qu'il faut dire, dès le début, c'est qu'on n'est pas dans le métavers. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment du concret. Donc, en termes de sécurité, ça existe. Il y a des actifs derrière. Le problème, c'est comment assurer que ces actifs existent. Bon, ça, on a des moyens en France pour le savoir. Mais voilà, c'est déjà ça. C'est déjà pas du métavers. C'est déjà énorme. Ouais. Et c'est vraiment important aussi de se rendre compte qu'aujourd'hui, la tokenisation, elle est un peu dans l'entre-deux. C'est-à-dire que j'ai un bien immobilier que je veux tokeniser. Donc là, il faut que je vende ce bien immobilier à une société que je vais tokeniser. Là, on passe chez le notaire. Demain, X rachète tous les tokens et se dit en fait, je veux l'utiliser pour habiter dedans. Il doit repasser par le notaire pour acheter auprès de la société le bien immobilier. Et ça, on l'a jamais fait encore. Donc voilà. Si quelqu'un vous demande ça, n'hésitez pas à revenir vers moi parce que j'adorerais suivre ça de près. Et comment on génère des revenus passifs notamment? Alors, les revenus passifs, ils viennent le plus souvent, et même, ils viennent de deux choses. Le premier, ils viennent des loyers qui tombent. Donc que ce soit aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'immobilier résidentiel, voire exclusivement d'immobilier résidentiel qui a été tokenisé. Pourquoi? Parce que c'est plus facile, ça se vend plus facilement à tout le monde. Et là, on commence d'avoir des boîtes un peu partout dans le monde, à Hong Kong, en Israël, qui lancent la tokenisation de locaux commerciaux. En France aussi, on a le Blox qui s'est lancé la semaine dernière. Bon, ils y sont pas encore, hein, mais en tout cas, voilà, ils essayent. Et comment on génère des revenus passifs? Tout simplement, on reçoit les loyers de ces locaux, donc qu'ils soient résidentiels ou commerciaux. Ce qui est assez sympa, moi en tout cas, ça me plaît, c'est ce que je disais au tout début. Moi, je reçois mes loyers toutes les semaines. Donc voilà, vu qu'on a des outils comme Request sur la blockchain où on peut être payé au jour le jour, on peut être payé à la seconde, même si vous voulez. Et avec quelle fiscalité? Ça, c'est pour répondre à... Et ça, ça c'est toujours les grands sujets, les sujets de fiscalité. Après, les acteurs qui sont présents, c'est-à-dire en gros Realty et Equito. Equito, c'est une boîte espagnole qui vend des biens espagnols à des Français. Ces deux acteurs-là ont plutôt une bonne approche de la fiscalité en ayant eu une concertation avec le régulateur français et en soumettant des solutions, en tout cas pour que ça rentre dans un achat immobilier traditionnel. Mais en gros, la fiscalité de l'immobilier tokenisé ressemble beaucoup à l'immobilier traditionnel, pour faire simple. Et qu'est-ce qui se passe en cas de succession? Alors ça, c'est un vrai sujet sur lequel on a peu de réponses, et en plus, il y avait des grands experts de ça juste avant. Donc, je crois qu'on peut dire que c'est un actif comme les autres. C'est un actif comme les autres. Moi, je rajouterais toujours... alors moi, je suis plus un entrepreneur qu'un penseur, mais je rajouterais quand même le sujet Ternois, qui est une entreprise française qui s'intéresse à ces sujets de comment, succession. Ternois. Ternois. D'ailleurs, je sais qu'elle travaille avec des notaires qui, j'espère, sont dans la salle, qui s'intéressent très fort à ces sujets de succession. Elle a mis en place des espèces de capsules. Donc, en gros, dès qu'il y a un trigger, c'est-à-dire dès que la société X se rend compte que Y est décédé, alors ça envoie soit les mots de passe, ça envoie telle information à Z. Et je pense que on peut essayer de regarder dans le présent ce qui se fait et ce qu'il est possible de faire, mais aujourd'hui, appuyons-nous sur ce qu'on a, appuyons-nous sur des testaments, comme je le disais tout à l'heure, très simplement, et effectivement, on n'a pas de grande solution aujourd'hui. Votre regard là, par rapport à ce que vient de dire Florent? Non, alors oui, il y avait deux questions. Il y avait le transfert de propriété, c'est comment je transfère la propriété d'un token en cas de succession, et puis la fiscalité. Bon, pour la fiscalité, pour moi, c'est un actif comme un autre, avec une cotation qui fluctue ou pas, ça dépend des... je ne sais pas, c'est le marché. Parce que le marché il est plus souple, mais la cote, je l'ai comment? Ça, alors ça, c'est une question qui est drôle, parce que c'est ce qui nous empêche, en France, de faire des transactions immobilières en Bitcoin. C'est-à-dire qu'aux US, ils ont déjà répondu à la question. Voilà, ils ont dit, vous vous mettez d'accord, c'est X jours avant, c'est scellé, vous scellez le truc et tout en France. En France, on n'a pas défini comment est-ce qu'on restreint un peu cette volatilité et comment on se met d'accord sur à quel moment ça vaut quoi, donc à quel moment il faut payer. Donc, je suis toujours partisan des solutions simples. Donc, dans le cas d'une succession, disons qu'à l'heure T où la personne est décédée, voilà, où on croit qu'elle est décédée, voilà, c'est à ce prix-là du Bitcoin, à ce prix-là de l'Ethereum. De toute façon, et je pense qu'on l'a déjà bien répété aujourd'hui, tout est traçable sur la blockchain. Donc le prix à l'heure T, on le saura. on le
sera pourquoi? Parce qu'il y aurait eu des transactions. Mais s'il n'y a pas de transactions, si mon immeuble, il y a 10 parts, il y a 10 tokens sur mon immeuble, a priori, il n'y aura peut-être pas de transaction. Si je suis un des 10 sur mon immeuble, sur ma société, sur laquelle Ouais, bah après c'est la même façon de valoriser de l'immobilier, c'est-à-dire que soit je la soumets au marché pour voir combien elle vaut, soit je fais venir un expert indépendant, enfin voilà, même système. Et après sur la fiscalité, c'est la même chose. Là, de toute façon, c'est un actif comme les autres qui est valorisé à partir du moment où on doit faire une déclaration de succession en France. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Voilà, oui, et puis le deuxième. Merci beaucoup. Oui, voilà, donc merci pour votre intervention. J'avais une question par rapport à l'achat et la revente, notamment à 3 h du matin. Enfin, perso, je ne suis pas arrivé à ce moment-là, mais je me demandais comment ça se passait. Vous dites donc on peut revendre, mais qu'est-ce qu'on revend? Est-ce qu'on revend les parts du bien ou les parts de la société qui détient le bien? Non, mais en fait, en France, on ne peut pas tokeniser un bien immobilier. En France, on tokenise une société dans laquelle il y a un bien immobilier. Donc quand je dis je revends ma part, je revends mon token il est représentatif soit d'une action, soit d'une obligation de la dite société. D'accord. Et le marché va se faire comment? Via un marché secondaire ou via de personne à personne à ce moment-là? Comment est-ce que, par exemple, je pourrais revendre mon bien? Je le mets sur une plateforme ou je le mets sur un marché ouvert? Voilà, je vends tel type de bien, c'est ouvert à toute personne, par exemple. Bah, ça, c'est un peu les grands questionnements qu'on a en ce moment. Typiquement sur de l'action, je peux pas faire un marché, je peux pas faire une marketplace. Donc aujourd'hui, les acteurs ils sont plutôt en train de regarder à comment faciliter un gré à gré. Surtout que je peux même pas être intermédiaire. Donc vraiment on est loin, mais on essaye de faciliter ça au maximum. Aujourd'hui, on est d'accord sur le fait qu'on peut pas faire de marketplace direct sur ces tokens là. Mais par exemple, si on part sur un utility token, c'est-à-dire que le sous-jacent il n'est pas directement immobilier. Alors je ne veux pas rentrer dans la technique, mais en tout cas, il y a la possibilité d'avoir un sous-jacent qui est directement immobilier et un sous-jacent qui n'est pas directement immobilier. C'est ce qu'on appelle un utility token. Donc par exemple, c'est une entreprise qui utilise son token et qui a prépondérance immobilière. Dans ce cadre-là, je peux les échanger, je peux les mettre en collatéral. Voilà, c'est comme Bitcoin, c'est comme Ethereum. Sur des sujets de token security, donc avec un sous-jacent direct immobilier, je vais faciliter le gré à gré. Effectivement, si personne ne veut me l'acheter à 3 h du matin, je ne le fais pas. Par contre, avec des biens qui sont aux US, avec la législation US et qui sont pourtant distribués à des Français, ça, je peux me le permettre. D'accord. Et encore une dernière question par rapport au prix. Est-ce que ça sera donc un prix qui va être par rapport à l'offre et la demande ou un prix qui va être fixé par rapport à un expert immobilier qui va venir? Parce que l'expert immobilier a aussi un coût. Donc si par exemple je veux le vendre par exemple un mardi en 8 en mars et qu'après je veux peut-être le revendre en juin, est-ce que l'expert va venir 3 fois ou 4 fois en 4 mois pour expertiser le bien, par exemple? C'est une vraie question. En fait, pour l'instant, tu as deux sujets. Le premier, c'est que tu as pas mal de gens qui nous contactent et qui contactent d'autres acteurs de la tokenisation en disant bon, j'ai vu que vous faisiez de la tokenisation, ça m'a l'air d'être le meilleur moyen de survendre mon bien immobilier. Donc pour l'instant, on a la chance d'avoir des gens qui sont, qui sont pour l'écosystème et donc qui n'aident pas ce genre d'acteurs. Mais effectivement, ça va arriver. Comment on va pallier cela? J'en ai aucune idée. Et le second point, c'est effectivement, tu peux laisser le marché faire, mais derrière, tu peux aussi mettre des règles pour qu'il n'y ait pas d'abus. C'est-à-dire pour pas. Après, est-ce qu'on a vraiment envie d'aller contre la liberté? Je ne sais pas, mais tu peux mettre des règles. Par exemple, si le bien est échangé, si le token du bien est échangé à 50% plus cher que la dernière évaluation d'expert, alors tu as une taxe de 20% qui retourne dans la société. Enfin, tu vois, il y a vraiment des biens, il y a vraiment des solutions pour essayer de calmer une spéculation outrancière qui, je l'entends, va pouvoir arriver assez facilement si on fait rien. Une espèce de taux d'usure, quoi. C'est un peu le taux d'usure. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une autre question ici. Il y avait monsieur en chemise bleue, là, juste là. Oui, je faisais dans l'ordre. Et après, on ira au fond, pardon. Merci beaucoup. C'est plus une remarque et un complément, parce qu'effectivement, on parle bien de tokeniser des actions, donc en fait de représenter de façon digitale des registres de mouvements de titres de société. Et effectivement, c'est possible également depuis 2017. Et donc la blockchain vient surtout fournir une amélioration en fait ergonomique
au transfert d'actions de société. Donc juridiquement, on sait parfaitement comment ça marche. Et on a un moyen physique maintenant de le faire qui est, je dirais pas plus simple, mais qui est différent et donc qui offre des nouvelles possibilités, tout comme l'email est une amélioration ergonomique de la lettre papier. Et aujourd'hui, on peut plus s'en passer. Et donc pour compléter sur les avantages que je vois à ce système, c'est l'avantage de pouvoir commercialiser cet immobilier auprès de particuliers via Internet. À partir du moment où on peut l'acheter par fraction sur des petits budgets avec un ordinateur, ça veut dire qu'on peut le commercialiser via Internet, modulo évidemment la réglementation sur l'appel public à l'épargne qu'il faudra respecter. Et pour aller encore un peu plus loin, finalement, la beauté du système, c'est que là, on parle d'immobilier, mais en fait, une société, c'est une enveloppe, et dedans, on peut mettre ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'on peut démocratiser pour les particuliers tous les investissements aujourd'hui accessibles aux professionnels. À partir du moment où vous avez un actif qui génère un loyer, vous pouvez le faire acheter par une société et vous pouvez représenter les titres de cette société sur une blockchain. Là où les notaires peuvent probablement intervenir, on parlait de blockchain notariale tout à l'heure, ça sera probablement de fournir de la sécurité sur justement ces actions numériques. Est-ce qu'elles ont été valablement émises? Est-ce qu'elles sont sur une plateforme ou une blockchain suffisamment efficace et sécurisée? Est-ce qu'il y a des smart contracts qui permettent de s'échanger des titres de pair à pair avec des mécanismes de séquestre, etc. Je crois qu'il y a des solutions techniques, et c'est justement une question que j'aurais pour Florian, je crois qu'il y a des solutions techniques aux US. Je connais moins de solutions en France pour justement gérer cette inscription sur la blockchain d'actions. Puisqu'il y a quand même des obligations, il faut que la société puisse connaître son actionnariat, donc puisse identifier ses actionnaires, etc. C'est pas aussi simple que émettre un token sur la BSC, par exemple. Olivier, puis après... Oui, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'il faut qu'on accélère la mise en place de la blockchain notariale. Ah bah, ouais. Il n'y a pas photo, quoi. Il faut qu'il y ait des notaires dans cette transaction. Je crois que vous avez... Alors moi, il y a quelque chose qui me fait un peu peur, c'est qu'avant, il n'y avait que la propriété, et puis pour donner le droit à... On refait un peu d'histoire pour permettre à des gens d'avoir un peu de droit de propriété. On a mis en place le système de la copropriété. Et puis on a pu acheter des appartements dans des immeubles parce qu'on n'avait pas les moyens d'acheter un immeuble entier. Donc on s'est acheté. Après, il y a eu le timeshare, où là je me suis payé 15 jours et d'appartement, de la jouissance d'un appartement au ski. Alors ce qui est bien avec la token, c'est que c'est pas que 15 jours. Je peux me payer 15 jours de revenus, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. Je trouve que ça mérite qu'on réfléchisse à ça. Après, ce que je pense un peu aujourd'hui, mais ça restera entre nous, mais vous l'avez dit un peu, hein, c'est qu'il y a plus de vendeurs aujourd'hui, parce que plus j'ai d'acheteurs, plus peut-être je peux vendre plus cher mon bien, d'accord? Et puis si je perds 1 000 euros, c'est moins embêtant que de perdre 100 000 euros, après tout. Si je me suis fait avoir sur 1 000 euros, c'est pas très grave. Sur 100 000, ça m'embêterait si j'achète mon pavillon 100 000. Alors, je pense qu'il faut bien sécuriser le truc, et puis voilà, voilà, parce que rendre accessible à tout le monde la chose, c'est bien. Quand c'est pas cher, c'est plus souple, c'est vrai, il faut de la souplesse. Mais attention, il ne faut pas que justement les vendeurs se disent ah ouais, mais moi mon immeuble j'aurais pu le vendre 2 millions là, mais avec la blockchain je vais peut-être le vendre 2,5 millions. Enfin, je comprends que ça puisse motiver. Si on a le rendement, il n'y a pas de problème. C'est simplement quand il n'y a pas de rendement et quand il y a des problèmes qu'on arrive et qu'on demande un peu plus de réglementation. Au début, on veut toujours beaucoup plus de liberté. Et c'est quand il y a un problème que là, on vous dit « Ah ouais, non, mais si on m'avait dit ça, j'aurais pas fait. » Alors, pour le coup, moi, je trouve ce débat super intéressant parce qu'en fait, il n'est pas du tout inhérent à la blockchain. En fait, il est inhérent au fractionnement des assets. Et en fait, avant, on avait déjà on a la cession de revenus futurs, on a le crowdfunding, on a le club deal, on a 1000 façons de retrouver ces problèmes-là sans blockchain. En revanche, aux US, même au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, de partout, il y a des acteurs qui sont spécialisés dans la compliance sur comment est-ce que j'envoie mon token sur la blockchain de façon tout à fait légale. Et franchement, pour être impliqué dans des opérations de tokenisation, le sujet c'est jamais la technique, hein. Franchement, émettre un smart contract qui va représenter des titres ou des obligations sur la blockchain, franchement c'est un gars tout seul en quel but qui peut le faire, hein. Par contre, derrière le modèle juridique et la signature de l'avocat, la compréhension du projet, etc., c'est vraiment une autre histoire. Une question.
C'est bon? Oui, bonjour. J'ai l'impression qu'il y a un paradoxe puisque monsieur qui nous dit qu'on peut tokeniser des sociétés qui détiennent des actifs, on ne peut pas tokeniser l'actif directement, mais d'un autre côté, les notaires posent des questions sur les droits de mutation, etc. Si on prend un exemple concret, une société qui détient un immobilier, qui est tokenisé donc sur une blockchain, si moi j'achète donc des tokens de cette société, qui va savoir que je deviens associé et que je dois payer les 5% de droits de mutation finalement, droits d'enregistrement? Parce que si j'achète des parts d'une société civile, je suis redevable de ces taxes parce que finalement c'est enregistré dans un registre et donc c'est opposable au tiers, donc je dois payer. Mais là, vu que ça se fait de façon décentralisée, qui le sait? Qu'est-ce qui déclenche le paiement de l'impôt? Et quand je m'assure que c'est légal tout ça? En fait, sur la première partie de l'opération, le KYC est obligatoire. Voilà. Ce ne serait pas dans des sociétés civiles, je pense. Une société à prépondérance immobilière, donc qu'elle soit une SAS, une SARL ou une société civile, dès lors qu'elle est immobilière, si on achète des titres, mutation entre tiers, titres gratuits ou onéreux, on doit payer des taxes, sauf si je me trompe. C'est pour ça que ça embête l'État français. Donc là, aujourd'hui, pour sécuriser un peu tout ça, il y a quand même... je pense que s'il y a un frein... donc ça veut dire que... empêche un peu la chose, c'est pas pour rien. C'est que justement, l'État français va être sûr de percevoir ces taxes. Donc ça veut dire que techniquement, on peut le faire, technologiquement, mais que légalement, il n'y a pas encore de dispositif d'interopérabilité entre la blockchain et le monde étatique qui gère les aspects fiscaux finalement. Si, il y a plein d'outils. Il y a plein d'outils qui permettent de faire ça. Par contre, la question que tu poses, elle est intéressante parce que tu dis à quel moment est-ce que sur un marché secondaire un peu libre, etc., l'État peut faire son job. En fait, c'est une question qui a été posée bien avant la tokenisation. C'est une question qui est posée sur la finance décentralisée en général. Et ce qu'on voit quand même arriver, c'est que, je parle beaucoup des US, mais par exemple sur la fiscalité, ils sont horribles avec leurs possesseurs de tokens. Et on voit bien qu'à la fin, quand on est sur une répression assez importante, les gens ils prennent le temps de remplir leur petite fiche avec toutes leurs transactions de l'année. Ce qui est sûrement pas très agréable. Et derrière, le sujet de KYC, il est aussi intéressant parce que tu te dis aujourd'hui, ça marche que sur le marché primaire, mais tu vois, si tu vas acheter un token Realty, il faut que tu sois de KYC. C'est-à-dire que tu peux racheter que à des gens si tu en as déjà acheté ou alors si tu t'es KYC pour racheter. Donc aujourd'hui, tu vois, il n'y a pas vraiment de cow-boys qui sont en train de dire nous, vous pouvez échanger n'importe comment, etc. Les acteurs qui sont là pour le moment, ils jouent quand même le jeu de on essaye de faire long terme et on prend pas de risques et on évite ce genre de sujet-là. Voilà. Une dernière question pour vous laisser un petit moment de pause. Alors, très rapidement, il y a 2 questions. Monsieur en blanc, puis le monsieur derrière en noir ensuite. Oui, pardon. Allez-y. Ça va. Je ne sais pas si vous m'entendez, oui. Oui. Vous avez évoqué ça très rapidement, vous avez dit beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui m'a alerté, parce que ce qui est important dans la tokenisation de l'immobilier, c'est on comprend le sous-jacent qui existe et qui n'existe pas dans les NFT, par exemple. Peut-être que du coup la volatilité viendrait de là, le fait qu'il y a un sous-jacent, peut-être qu'il y a moins de volatilité, mais j'ai cru que vous avez parlé de tokens immobilier sans sous-jacent. Est-ce que j'ai mal compris ou est-ce que ça existe? Non, en fait, le sujet, c'est que soit j'ai un sous-jacent qui est direct, soit j'ai un sous-jacent qui est indirect. Par exemple, j'ai une société qui n'est pas à prépondérance immobilière, mais qui contient de l'immobilier. C'est-à-dire que j'ai une société qui, on va dire, est spécialisée dans l'investissement DeFi, mais qui a 40% d'immobilier dans sa trésor. Dans ce cas-là, j'ai un token qui peut être un utility token, c'est-à-dire que d'après la loi, il n'y a pas un sous-jacent direct. Mais par contre, ce token-là, qui contient une part d'immobilier, qui contient des crypto-monnaies, de l'immobilier et je ne sais quoi d'autre, il peut être utilisé comme un utility token. Et dans ce cadre-là, il ne passe pas sous la législation traditionnelle du security token. C'est-à-dire que je peux aller l'échanger directement sur un exchange décentralisé. Je peux aller le placer en collatéral sur des exchanges, sur des plateformes dédiées comme AAV, etc. Aujourd'hui, c'est pas facile de faire ça, mais en tout cas, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que s'il y a moins de 50% d'immobilier, on peut utiliser un token sans qu'il soit qualifié de securities, donc de titre, et donc sans qu'il soit soumis à ces réglementations-là qu'on évoque. Question, oui, monsieur.
Du coup, moi, je voulais revenir un peu sur le sujet de la blockchain notariale. Donc, cette idée de tokeniser l'actif d'une entreprise qui détient en sous-jacent un bien immobilier, ça favorise finalement les personnes détenant du capital qui souhaitent devenir rentiers. Mais est-ce que la blockchain notariale ne pourrait pas favoriser l'accession à la propriété en permettant justement de placer l'actif immobilier, donc la résidence principale, en collatéral pour accéder au crédit directement sur la blockchain? La légende dit qu'il y a des notaires qui sont en train de travailler là-dessus en ce moment. Ce sera tout. Ce qui est intéressant, ce qui nous manque autour de cette table, c'est le banquier, avec le financement aussi. Ouais, mais sur ce sujet-là... Il y aura de la sécurité, il y aura des banquiers, donc il y aura du financement. Ouais, mais la difficulté légale est telle que c'est plutôt des avocats et des notaires qui réfléchissent à ces questions. Mais effectivement, l'accès à la propriété, c'est un énorme sujet sur la tokenisation. Il y a plein de modèles, je vois qu'on n'a plus le temps on n'a plus le temps d'en parler, mais effectivement... Donc alors, on a une table ronde, mais après jusqu'à 19h30, il y a de quoi, si vous avez le temps d'échanger après. mais oui, en tout cas, il y a plein de modèles et il y a plein de gens qui réfléchissent à ces sujets. Je pourrais t'envoyer des infos là-dessus si tu veux. Merci, on peut applaudir nos deux participants.